Hi everyone. It's nice to see you Bonjour here à today. toutes et à tous, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. So for today's panel, I want to invite Pour all la of session us d'aujourd'hui, here to ask ourselves je one voudrais question. vous It's a inviter simple à vous one, poser une yet question. one with Une enormous question consequences. simple, mais une question avec What des does AI conséquences for children? gigantesques. Because Que the doit decisions we l'IA make aux enfants? today will really shape Les tomorrow's décisions que world. nous allons Will shape prendre how aujourd'hui children grow, vont how they façonner le learn, monde de how they demain, interact. comment les enfants And the thing grandissent, with comment ils children is apprennent, comment they ils don't interagissent remain avec children, les they autres. become adults. Et les They are enfants our ne future, restent they pas are the enfants toute leur vie, ils deviennent citizens that will adultes. make the Ils decisions that deviennent will drive the citoyens, les future. So we citoyens really qui have vont to think about façonner notre how we want avenir. them to grow. Donc nous devons vraiment réfléchir à comment nous voulons qu'ils grandissent. I can see a world where we have a 15 Je peux imaginer différents mondes. and like a lot of Imaginez students un prefer adolescent social de, media de than, 15 ans because it's easier. qui a des Learning the difficultés strength of starting dans sa vie conversations sociale et qui with se someone tourne you vers une already IA know. pour un soutien Gone is the stress of émotionnel, not knowing pour why un is my ami, friend not answering my text. Because they have et qui something devient that will never dépendant, be like someone there all the dépendant time, de cette available. relation avec l'IA. L'IA qui est là tout le temps, qui répond toujours. That safety, Mais je peux imaginer un autre monde, un monde où l'IA peut aider so that cet they can adolescent à decide on the most identifier ses transformed sentiments, period of their brain, adolescence. à traverser cette période si compliquée neurologiquement, l'adolescence, une période où ils apprennent à communiquer, à faire partie d'un groupe, une période où ils apprennent les normes sociales, une époque où ils apprennent à être plus résilients face aux défis. C'est ce que les neurologistes appellent, les neurologues plutôt, appellent une période critique de développement. On peut également imaginer un enfant de 9 ans qui demande à une IA de réfléchir à sa place pour avoir une réponse plus rapidement. Mais on peut imaginer un autre monde, un monde où l'IA aide les enfants à avoir différents points de vue, à mieux comprendre le monde, à mieux se comprendre eux-mêmes, où le raisonnement devient une habitude et où on ne prend pas de raccourcis. Et donc, nous devons décider quel monde nous voulons construire pour les enfants. Nous devons passer de l'atténuation des risques à la conception bénéfique. Cela nécessite un alignement mondial quant au rôle de l'IA dans la vie des enfants, un alignement des expertises, un alignement de différents rôles, de différents pays, pour décider ce à quoi l'IA devrait ressembler aux différents stades de développement et dans différents contextes. Nous avons un merveilleux panel aujourd'hui pour m'aider avec ces questions. Un panel de personnes dont la mission est de travailler sur ce sujet. Tout d'abord, Cécile Aptel, directrice adjointe de l'UNICEF. Nous avons également Michael Preston, car les enfants et l'avenir des enfants n'est pas seulement un sujet de femmes, donc bienvenue Michael. Vous êtes directeur du centre John Gans Cooney. Vous travaillez avec le Sesame Workshop pour créer un meilleur avenir et des meilleurs outils numériques pour les enfants. Et enfin, Lorraine Jonas, responsable jeunesse à OpenAI. Je vais commencer avec vous, Cécile. Lorsqu'on pense à l'alignement, on a besoin d'un cadre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un outil bénéfique pour les enfants? Il y a déjà un consensus sur la question, la Convention relative aux droits de l'enfant. Comment les principes de cette convention peuvent se traduire en exigences pour les systèmes IA? Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être ici. Et je remercie le Paris Peace Forum
de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Nous devons parler de ces sujets. Ce ne sont pas des sujets théoriques, conceptuels. On parle d'enfants qui sont au contact de systèmes IA. Il y a de nombreuses choses que l'on ne connaît pas par rapport à l'IA. Au Royaume-Uni, 2/3 des adolescents utilisent l'IA presque tous les jours. En Argentine, pour vous donner un autre exemple, ou un exemple où peut-être on pense que les personnes utilisent moins l'IA, eh bien là, en Argentine, c'est 40% des enfants entre 9 et 11 ans qui utilisent l'IA presque tous les jours. Donc nous savons que les enfants et les adolescents font partie des utilisateurs les plus courants de l'IA, mais nous ne savons pas ce qu'ils font avec l'IA, si le contenu est approprié pour ces enfants, si ce contenu pourrait mener à du danger pour eux ou pour d'autres. Et donc, encore une fois, la question est le cadre. Pour nous, le cadre est clair, c'est la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un instrument qui a été négocié par tous les gouvernements du monde, accepté par tous les États, sauf un dans le monde. Donc un cadre juridique très fort, très solide, accepté par des gouvernements de toutes les régions du monde. Cette convention prévoit des droits pour les enfants et prévoit aussi des garde-fous pour les enfants. On pourra en parler plus en détail, mais on parle de droit de l'enfant à être protégé du danger. Il y a également le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à la participation, le droit d'avoir une voix. Et donc il y a cette idée de protection ainsi que cette idée de participation. Il faut que tout le monde, les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, la société civile, les entreprises, nous devons garder l'enjeu de la protection des enfants comme priorité numéro 1. Nous devons les protéger du danger, un danger physique, notamment les abus sexuels, mais il y a également la question des dangers psychiques. Et donc nous devons tous travailler pour faire en sorte qu'ils soient protégés. Il faut également maximiser les opportunités pour les enfants en termes d'éducation, de santé. L'IA peut nous apporter beaucoup, pas toujours de façon claire au premier abord. Il y a par exemple une IA qui peut aider à former des enseignants pour permettre de resserrer l'écart entre le nombre d'enseignants et le nombre d'enfants en Afrique, par exemple. Dernier élément, l'idée de participation. Le point de vue des enfants, leur expérience, est une ressource très précieuse pour améliorer l'IA et limiter les risques de l'IA. Et donc les enfants, les adolescents doivent pouvoir prendre la parole sur l'IA, sur les opportunités, les risques de l'IA et nous aider à façonner la gouvernance IA dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien montré à quel point ce sujet est complexe. C'est pour cela que nous avons besoin de ce genre de conversation. Nous avons besoin d'opportunités de parler de ces sujets. Alors, Lorraine, du point de vue du secteur, comment approchez-vous cette question ? Et avez-vous un exemple précis d'action mise en place pour assurer un impact positif de l'IA sur la vie des jeunes ? Merci pour cette question et merci beaucoup de m'avoir invitée. Comme cela a été dit, je suis responsable jeunesse à OpenAI et je suis ravie de participer à cette conversation. Quelque chose que je veux souligner. Il ne peut pas y avoir
de valeur pour les produits IA comme ChatGPT sans sécurité. La sécurité est extrêmement importante pour nous, surtout la sécurité pour les mineurs. La sécurité, liberté, valeur, c'est très important pour OpenAI. Nous avons mis des garde-fous en place. Nous avons mis en place un contrôle parental intégré dans notre code. Nous notifions les parents en cas de problème. C'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. Donc ce n'est pas encore mis en place, mais ça le sera à l'avenir. Il a été mentionné à une table ronde hier que nous voulons comprendre. Nous voyons bien que nos produits ont une valeur pour les adolescents et les enfants, une valeur éducationnelle, une valeur artistique. Mais nous voulons faire plus de recherches à ce sujet. C'est pour cela que nous avons des partenariats avec des gouvernements, des institutions, pour organiser des recherches qui pourront nous offrir une valeur quantitative quant à la valeur de nos produits pour les mineurs. Nous voulons comprendre de manière quantitative la valeur de nos produits pour les mineurs et souligner encore une fois le fait que la sécurité est essentielle pour tout cela. Merci beaucoup, Lorraine. Je voudrais revenir à quelque chose dont vous avez parlé, Cécile. Je pense que Michael est la personne parfaite pour en parler. Et lorsqu'on pense aux enfants, on réfléchit à comment respecter leurs droits, comment façonner leur avenir. Ils doivent participer à cette discussion, il faut les inclure. Michael, vous travaillez au Centre CUNY. Vous êtes connu pour faire participer les enfants dans vos discussions. Quelle idée unique la jeunesse propose-t-elle? Qu'est-ce qu'eux voient que nous ne voyons pas en tant qu'adultes? Tout d'abord, comme mes collègues, je voudrais vous remercier, Mathilde, et remercier le forum. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Comme il a été dit, je travaille au centre John Gans CUNY au sein du Sesame Workshop. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis ici, mais nous prenons les pratiques centrées autour des enfants du Sesame Workshop et nous les appliquons à l'IA. Vous avez parlé de l'importance de faire participer les enfants dans la discussion et c'est ce que fait Sesame depuis toujours. Nous avons parlé de la conception du code et c'est ce que nous faisons au Sesame Workshop. Nous les incluons dans toutes les étapes de la conception de l'IA. Nous les écoutons, ils sont pris au sérieux. Ils apprennent ensemble, ils apprennent avec les adultes qui créent des produits. Et ils nous apportent des idées vraiment inédites. Je peux vous donner un exemple. On parle beaucoup en technologie et en IA des tranches d'âge. Cette idée de tranche d'âge nous permet de comprendre les différences des enfants et cela nous permet de concevoir les outils d'une meilleure façon en comprenant ces enfants. Vous le savez, les enfants ont souvent des idées très différentes des adultes. Ils perçoivent le monde différemment.
Dans le secteur de l'IA, nous pensons souvent que la participation des enfants ne permettra pas d'améliorer l'expérience des enfants par rapport à l'IA. Mais c'est faux. L'inclusion des enfants est essentielle pour nous. Merci beaucoup. Nous parlons donc des aspects positifs pour les enfants de l'IA. Il est important d'avoir une conversation nuancée et c'est pour cela que je pense qu'il faut également parler des problématiques liées à l'IA. Je veux souligner à quel point la tâche est ardue. Nous travaillons, vous créez des outils pour des populations vulnérables avec peu de preuves, peu de recul. C'est une technologie vraiment très différente. Une technologie cognitive. Et cette technologie se développe à un rythme effréné, ce qui crée des tensions. Cécile, à l'UNICEF, vous nous avez guidés à travers le numérique, de la télévision à Internet jusqu'aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui est fondamentalement différent chez l'IA? Merci, très bonne question. Oui, il y a des aspects similaires, mais il y a également des caractéristiques de l'IA qui sont très différentes. 3 me viennent à l'esprit. Premièrement, vous en avez parlé, le rythme effréné. Un développement très rapide et une adoption très rapide. J'en ai parlé, 2/3 des enfants utilisent l'IA au Royaume-Uni. Ce chiffre a doublé en un an. Donc nous avons un grand nombre d'enfants qui utilisent l'IA et ce nombre grandit à un rythme effréné. Cela est soutenu par le fait que l'IA est une technologie qui se base sur une infrastructure préexistante. Et donc nous avons toutes les circonstances réunies pour avoir une technologie qui se développe extrêmement rapidement. Deuxièmement, l'aspect génératif. Avec les anciennes technologies, les enfants interagissaient avec cette technologie. Mais il n'y avait pas cette idée de création de contenu. Et l'aspect cognitif également, dont vous avez parlé. Et le fait que les enfants peuvent interagir avec ces technologies avec un langage très naturel. Et la limite entre l'humain et l'IA est très fine. C'est quelque chose que nous commençons seulement à comprendre lorsque nous réfléchissons au développement cognitif des enfants et aux neurosciences également. Troisième élément, et probablement le plus inquiétant en termes de protection des enfants, le lien émotionnel que les enfants développent à cause de ces 2 premiers éléments dont j'ai parlé, notamment l'aspect génératif. Et encore une fois, c'est sans précédent. Avant le panel, nous discutions de ce lien émotionnel que les enfants ont avec les personnages de la rue Sésame. Mais lorsque les enfants regardent la télé, il y a une distance physique. Et il y a des parents, des adultes qui encadrent cette relation. Mais ce que l'on voit et ce qui est inquiétant, c'est que le lien émotionnel est bilatéral. Il n'y a personne pour encadrer cette relation. Et c'est vraiment unique. C'est quelque chose qui doit être étudié. Il y a des aspects similaires et des différences au niveau éducatif. La télévision nous a permis de faire des avancées en termes d'éducation, encore une fois avec Rue Sésame. Les programmes à la radio également
les programmes éducatifs qui sont maintenant plus accessibles. Mais ça a toujours été quelque chose qui était créé par des humains avant d'être prêt à être présenté à des enfants. Maintenant, on a du contenu généré par une machine. Encore une fois, cela peut être un point positif, car le contenu est sur mesure pour l'enfant. Mais sans garde-fou, sans règles, sans critères, cela peut devenir dangereux. Donc voilà, un aspect similaire, mais une différence, et une différence qui peut être dangereuse s'il n'y a pas assez de règles, pas assez de recherche, si l'on ne comprend pas les critères. Ce qui reste similaire, il y a de nombreux aspects, je vais en mentionner seulement deux. L'idée de responsabilité, notamment la responsabilité du secteur, des créateurs de l'IA. Il est très important d'intégrer la sécurité dans la conception de l'IA, de ne pas lâcher un produit dans la nature sans en comprendre les conséquences. C'était déjà le cas pour la technologie par le passé et cela doit continuer avec l'IA. Deuxième aspect, nous devons penser de manière plus globale. Cela est complexe avec une technologie qui est elle-même complexe. Et nous ne devons pas seulement penser à la relation entre l'enfant et l'IA. Nous ne devons pas mettre tout le fardeau sur les épaules des parents qui parfois ne sont pas équipés pour gérer cette technologie. Il faut penser l'enfant en cercle concentrique, de comment protéger l'enfant, la famille, les proches, le gouvernement. Les gouvernements doivent également protéger les enfants face à l'IA. Donc, ce n'est pas seulement est-ce que les parents peuvent réguler la relation de leur enfant avec l'IA, c'est également est-ce que les gouvernements peuvent agir, est-ce que les forces, les autorités judiciaires peuvent agir. Comme nous l'avons dit, la sécurité doit être la priorité. Les enfants sont en ligne, ils utilisent ces outils. Il y a de nombreux enfants qui utilisent ChatGPT pour tout dans leur vie, pour leurs devoirs, pour s'amuser, pour créer également. Et certains l'utilisent pour un soutien émotionnel dans des contextes parfois très sensibles. Donc, Lorraine, vous devez prendre des décisions très compliquées tous les jours. Comment y arrivez-vous? Alors, comment je vais déjà pour commencer? On était en train de parler tout à l'heure de Sésame. Moi, j'ai 3 enfants qui ont moins de 6 ans. Alors, première réponse, déjà, je ne dors pas beaucoup. Et deuxième réponse, on passe beaucoup de temps avec Sesame Street. Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Il s'agit de systèmes d'une grande complexité et qui s'avèrent être mondiaux. Donc, lorsqu'on prend des décisions, on se demande si on prend ces décisions non seulement pour les centres américains, européens, mais pour le monde entier. On doit penser à ce qui est approprié pour les adolescents ou les préadolescents dans le monde entier. Et les experts qui nous guident dans cette tâche pensent également en termes de sûreté, de âge, de vérification de l'âge, par exemple, et toujours à travers une perspective mondiale. Alors, il y a des facteurs d'une grande complexité dont il faut tenir compte, ce qui crée un certain nombre de problèmes en termes de connaissance, d'attitudes, de comportements, autant de choses qui ne sont pas entourées par des garde-fous dans le monde entier, par l'ensemble des gouvernements.
On doit veiller également à ce que les autorités, les administrateurs, les enseignants, les parents, les communautés, les proches ont accès à des moyens de créer ces garde-fous de manière individualisée. Donc, ce que vous me demandez, quand vous me demandez s'il y a des décisions difficiles à prendre, eh bien oui, clairement, mais la réponse, c'est qu'en fait, nous n'avons pas tous les outils en main, nous n'avons pas toutes les clés. Tout ce que nous pouvons faire, c'est collaborer et essayer de garder en tête les valeurs que cela apporte pour les adolescents, qui sont notre public. Merci. Alors, Michael, je reviens à vous. Vous avez peut-être des enseignements à partager avec nous. Le Sesame Workshop a été un exemple à suivre. Vous avez été confronté à une situation, un contexte où les vidéos sont de plus en plus courtes et où les développements ne sont pas toujours dans l'intérêt des enfants, mais ne sont pas toujours adaptés à leurs âges non plus. En d'autres termes, on voit un peu une dégradation de la qualité. Donc, comment est-ce que vous prenez tout cela à votre compte? Et comment est-ce que vous travaillez tout en conservant votre objectif de qualité? Dieu sait que du temps a révolu depuis une époque où toute la famille était rassemblée devant les écrans pour voir une émission d'1 heure et où ensuite, une fois que l'émission était terminée, on passait à autre chose. Aujourd'hui, une vidéo en amène une autre, puis encore une autre, et le tout pas toujours conformément, qui ne sont pas toujours conformes aux désirs et aux besoins des enfants. Donc, peut-être devrions-nous voir Sesame Street comme étant une source d'inspiration pour ce qui se passe une fois que la télévision est éteinte. Et c'est quelque chose auquel on a toujours été attaché, qu'on a essayé de préserver avec les années. C'est vraiment quelque chose qui guide la manière dont nous développons ce programme. Il y a vraiment un programme, presque un programme scolaire que nous appliquons à la manière dont l'émission est développée et nous gardons toujours cela à l'esprit. On se demande toujours ce qui se passe ensuite. Alors c'est un véritable défi pour nous. On se demande, est-ce que l'émission va susciter la réflexion? Est-ce que cela va enrichir l'imagination des enfants qui nous regardent? Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que l'émission est terminée? Autre aspect, cette relation très particulière qu'ont les enfants avec leur device, qui est tout à fait différente avec celle qu'ils avaient avec un écran de télévision, par exemple. La recherche nous dit que l'incitation à apprendre se fait non pas avec un device, mais avec un adulte, entre un enfant et un adulte. Ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsqu'il est en relation avec un device est tout à fait distinct de ce qui se passe lorsqu'il interagit avec un adulte. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit garder en tête. Troisième chose qu'il faut garder en tête, c'est voir l'enseignement comme étant peut-être quelque chose de l'ordre de la friction ou du défi par rapport à ce qui se passe lorsque l'on recourt à son imagination ou lorsqu'on apprend seul. Et il ne se passe pas la même chose lorsqu'on est dans une relation d'apprentissage que lorsqu'on est dans une situation de récipiendaire d'un apprentissage unilatéral. C'est la raison pour laquelle on se pose en permanence la question. Alors, c'est pas simple, mais lorsque on est créateur de contenu, c'est quelque chose qu'on doit aussi avoir à l'esprit. Voilà qui nous offre une transition parfaite pour la question suivante que je souhaitais poser, à savoir la création de contenu. C'est cette conception, c'est cet acte de création qui est accueilli par l'enfant. Alors, je me rends compte que je ne me suis pas présentée, mais je crois que c'est le moment de le faire. Je suis scientifique en chef d'une organisation qui s'appelle Everyone AI et de la coalition iRaise. Au sein de notre coalition, nous nous sommes fixés pour objectif de rassembler les parties prenantes, un vaste éventail d'entre eux. Nous avons des créateurs que sont Microsoft et Cubic, nous avons le secteur industriel, nous avons Google avec nous. Et ce que nous essayons de faire, c'est rassembler de nouvelles voix
avec l'UNICEF et avec le Unicenter, puisque vous avez une véritable expertise. Ce que nous essayons de faire, c'est précisément d'élargir notre champ. Et nous avons, par ailleurs, outre ce que je viens de citer, des chercheurs. Un grand nombre d'entre eux. Alors, quel est notre objectif? Eh bien, nous sommes en train de dire que nous avons un problème prégnant qui doit être réglé et qui est urgent. Donc, commençons par regarder les produits qui sortent. Regardons ce que fait le secteur, ce qu'ils produisent. Voilà notre principal défi. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas toutes les réponses. Les chercheurs ne peuvent que essayer d'analyser les données qu'ils ont à leur disposition, mais le fait est que les décisions vont devoir être prises et nous devons faire avec ce que l'on a. Donc, si nous voulons remettre l'enfant au cœur de ses préoccupations, il est important de faire avec ce qu'on a. Il y a de cela 2 semaines, nous avons eu à la Silicon Valley notre premier laboratoire iRaise. Lorsqu'on a parlé de ce concept il y a de cela 6 mois, les gens se sont moqués de nous. Comment ça, mettre tout le monde autour de la même table? Comment ça, rassembler les chercheurs? Comment ça, susciter une discussion entre les uns et les autres? C'était tout à fait farfelu comme proposition à l'époque. Et pourtant, ça s'est fait. Et ce qui nous intéresse, ce qui est par ailleurs bien souvent mis en avant par les industriels, mais également le secteur, mais également les personnes les plus préoccupées par ces questions que sont la santé émotionnelle et mentale des jeunes et des adolescents, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut mettre la conception, comment est-ce qu'on peut mettre les créateurs à l'origine de ces décisions? Comment faire en sorte que l'émotionnalité, le caractère, le danger potentiel puissent être pris en compte dès les premiers temps de la conception de ces contenus? Cela signifie peut-être travailler sur des cues anthropomorphiques, peut-être mettre en place des nouveaux outils de langage, notamment. Nous devons travailler avec les chercheurs pour mieux comprendre les solutions les plus optimales. Quel est le meilleur dosage d'intervention? À quel point est-ce que l'on doit garder une place pour l'humain dans la création de contenu? Veillez à ce que les humains rappellent aux petits et aux adolescents que l'humain reste leur principale référence. Envers et contre tout. Donc, on a beaucoup entendu les entreprises au sein du laboratoire nous dire qu'il y a un décalage complet entre la recherche et l'évolution de la technologie, qui sont en train d'évoluer à une vitesse complètement tout à fait incomparable l'un avec l'autre. Donc, la question qu'on se pose, c'est en tant que chercheur, en tant que centre de chercheurs indépendants, en tant qu'entreprise qui veulent se comporter de manière vertueuse, que faire? Alors, que faire? Eh bien, c'est une bonne question. Les choses vont très vite, l'adoption est extrêmement rapide, et ça ne change rien à l'objectif final, à savoir développer les contenus de la manière la plus responsable et la plus précautionneuse possible avec les informations que nous avons. Donc, les événements comme celui qui a eu lieu il y a de cela 2 semaines, où les chercheurs, les créateurs, les développeurs sont dans la même salle, sous le même toit, autour de la même table, et parlent à des chercheurs et parlent à des personnes qui ont de l'information à nous donner. On a parlé plusieurs fois de cela, vous et moi. On a beau rassembler autant de voix que possible, on n'est jamais satisfait. On voudrait toujours faire plus. On voudrait davantage d'expertise, on voudrait davantage de partenariats, on voudrait davantage de créateurs, d'experts, de scientifiques en matière de sciences sociales. On veut avoir un maximum d'informations. C'est quelque chose qui nous permettrait, nous, de parvenir à prendre les décisions éclairées. Et donc, à la question que vous me posez, ma réponse, c'est on en veut plus. On veut plus de conversations, plus de temps, où nous pouvons poser les questions qui nous taraudent et où les chercheurs peuvent nous faire part de leurs informations, du fruit de leurs recherches. Merci beaucoup.
Cette réunion qui a eu lieu il y a 2 semaines était vraiment passionnante. Beaucoup d'idées en sont sorties. Il y a eu beaucoup de choses tout à fait inattendues qui en sont sorties. Lorsqu'on parle d'enfants, tout le monde est conscient de sa responsabilité de se comporter aussi bien que possible. Alors Michael, dans le laboratoire, il y a eu beaucoup d'experts, beaucoup de représentants d'ONG et du secteur qui étaient présents. Comment une organisation comme la vôtre peut davantage intervenir et comment est-ce que vous pouvez exprimer, reprendre à votre compte des consensus qui peuvent se traduire par des cadres, mais également par un véritable message pédagogique à l'intention du grand public? Comment est-ce que l'on peut se montrer plus créatif? On n'est jamais aussi heureux que quand on est au cœur de ce triangle entre politique, recherche et enfants. On a déjà énormément de consignes de lignes directrices de la part de l'UNICEF. On a aussi un code de conception. On a aussi un programme qui s'appelle RightTech. Les technologies de l'information responsable pour les enfants. Il y a aussi le groupe Lego qui intervient en collaboration avec UNICEF. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que notre travail, c'est vraiment le dernier kilomètre de la transformation technologique. C'est-à-dire, on prend les pratiques qui sont recommandées, qui sont basées sur les travaux de gens formidables qui travaillent dans le secteur et qui dépensent énormément de conseils, énormément d'efforts pour essayer d'être aussi constructifs que possible, de parler à leurs collègues, etc. Et nous, on intervient vraiment à la fin de ça. On a également une bourse qui nous permet d'associer un designer, un créateur ou une créatrice que nous soutenons tout au long du processus. Nous les aidons à avoir une expérience dans laquelle ils se fixent un objectif et on leur donne la possibilité de travailler avec des experts, avec des enfants également, et on peut en dégager des études de cas et on voit que ça fonctionne. On voit aussi le travail formidable que font des entreprises et des ONG. On a aussi des bacs à sable que nous mettons en place où nous associons des enfants que nous interrogeons. Nous voulons vraiment savoir ce qu'ils en pensent. Et on les aide à mieux comprendre ce que nous essayons de faire, mais nous avons aussi des experts que nous associons à ce processus. Et c'est bien souvent la seule expérience qu'ils ont de travailler avec des enfants. Donc ce que nous essayons de faire vraiment, c'est d'être des facilitateurs afin d'aider tous ces secteurs, ces trois sources à collaborer. Vous avez de la chance, ça a l'air vraiment très amusant de travailler de cette manière tous les jours. Je suis un peu jalouse en fait. Moi aussi, j'aimerais bien que Elmo soit... j'aimerais bien me faire une photo avec Elmo. Alors, il y a également un problème lié au manque de faits étayés. Ah oui, ça c'est clair que nous avons un problème. Comme Lorraine le disait, nous devons être plus capables de suivre le développement de la technologie. Nous sommes une organisation qui a beaucoup d'autorité et bien souvent les organisations gouvernementales se tournent vers nous pour nous demander quelle est notre expertise. Et bien souvent, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous devons avoir les garde-fous qui sont mis en place de façon à pouvoir ralentir en cas de besoin cet avancement de la technologie. Voilà le type de garantie dont nous avons besoin. Nous avons aussi besoin de davantage de recherche, mais nous devons également mieux comprendre les raisons pour lesquelles il y a tant de différences d'un enfant à l'autre. Comme vous l'avez dit, on a besoin d'avoir, et vous avez raison, une vision d'ensemble, une vision mondiale. Et c'est quelque chose dont nous sommes hautement conscients, nous, à l'UNICEF, mais nous savons également que d'une société à l'autre, vous allez avoir des réalités complètement différentes pour un enfant qui n'est pas le même qu'un autre. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas simplement regarder les besoins d'une jeune adolescente en Afghanistan
l'Afghanistan et s'imaginer que ce sera la même chose que la réalité de la vie et des besoins de protection d'un jeune garçon du même âge en France. Il faut donc mieux comprendre cette différence de protection, dans le besoin de protection. Nous devons également garder en tête qu'il y a un grand nombre de contextes dans lesquels les enfants et les adolescents n'ont aucun accès à la technologie, a fortiori à l'intelligence artificielle. On ne peut pas mener la moindre recherche sans avoir en tête cette différence fondamentale. Et j'aimerais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la participation. Il faut que des enfants et les jeunes, mais surtout les enfants et les adolescents participent à cette recherche. À l'UNICEF, nous avons des recherches qui ont lieu depuis de longues dates. Et j'aimerais revenir sur les recherches sur la disruption que vous évoquiez tout à l'heure, qui ont associé plus de 1200 enfants à partir de l'âge de 12 ans. Et ça fait plusieurs années que ce système de recherche existe. Nous nous intéressons également à l'utilisation de l'IA et nous avons mené des recherches dans 7 pays, dont l'Inde, le Brésil, la Sierra Leone et l'Ouganda. Et dans tous ces pays, nous avons constaté que les enfants ont un point de vue extrêmement éclairé, et non seulement sur l'IA, mais également sur ses risques. Je le citais hier dans une autre table ronde. Il y a un adolescent dans un groupe des 14 à 17 ans, il y a quelqu'un qui avait environ 14 ans qui disait que nous avons maintenant plus d'amis en ligne que d'amis réels et l'IA devient l'un de nos amis. Nous nous sommes beaucoup intéressés à cette notion de l'amitié et de ce que ça recoupe pour des enfants. Autre adolescent, entre 14 et 17 ans en Espagne, qui nous disait que l'intelligence artificielle commence à remplacer la compréhension et la pensée, la réflexion. Et cela montre que de la Sierra Leone à l'Espagne, on voit les enfants qui sont tout à fait capables d'appréhender la réalité de l'intelligence artificielle. En tant que parents, on est tellement préoccupés, et on est très préoccupés également par cette idée que les enfants vont simplement dépendre de l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs. Mais la question qui se pose, c'est d'essayer d'inculquer aux enfants ce que signifie faire ses devoirs et pourquoi ils les font, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ils ont besoin de le faire eux-mêmes à l'aune de leur parcours professionnel, par exemple. Ça provoque beaucoup d'anxiété au sein des adolescents et des adolescentes, qui est lié donc à l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose que l'on doit encore une fois garder en tête lorsque l'on se demande comment combler l'écart. On doit faire en sorte que la recherche soit la plus participative possible parce que c'est le seul moyen d'en tirer les leçons que je viens de vous donner. On doit également veiller à ce que les enfants soient capables de savoir quand ils sont confrontés à l'IA. Puisque pour nous, à l'UNICEF, c'est important de savoir comment est-ce que l'on peut créer des signaux d'alarme. Quand on fume, on a un message d'alarme sur le paquet de la cigarette, le paquet de cigarettes. Il est important de faire la même chose en termes d'intelligence artificielle. Il faut que les adolescents, leurs familles, leurs proches et leur communauté soient également informés lorsque c'est l'intelligence artificielle qui est en face d'eux. Il faut également mieux comprendre ce que recoupe la notion de confidentialité. En Sierra Leone, on a eu un enfant entre 10 et 13 ans, donc jeune ado, qui nous disait en Sierra Leone que lorsqu'il utilise ChatGPT, on peut lui dire des informations confidentielles et il ne le répétera à personne. Alors, bien entendu, une erreur confidentielle sur le caractère confidentiel de sa relation avec cet outil, mais ça pose également des problèmes juridiques très graves. Vos exemples, me semble-t-il, illustrent 2 points très intéressants à certains aspects. Les enfants sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe, parfois bien plus que les adultes, mais à l'inverse, ils sont parfois beaucoup plus ignorants. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre d'où ils viennent et ce qu'ils font. Alors, à propos d'être au courant, je suis très au courant du temps qui nous est imparti. Donc, il nous reste très peu de temps. Je vais vous demander peut-être en 30 secondes de nous répondre à cette dernière question.
J'aimerais revenir là où nous avons commencé, à savoir l'intelligence artificielle et les enfants. Je crois que ces conversations nous ont dit que nous avons besoin d'une réflexion collective et collaborative. Donc, si vous aviez une phrase, à quoi pourraient aboutir ces collaborations qui vous donneraient espoir? Qui veut commencer? L'IA doit aux enfants une expérience qui leur bénéficie et qui soit sûre et sans danger. Et nous n'y arriverons que grâce à une collaboration continue, en continuant de pointer du doigt les lacunes et en continuant de œuvrer tous ensemble. Je dirais que l'IA doit aux enfants un engagement collectif. On a vu aujourd'hui qu'aucun secteur, aucun acteur, aucune partie prenante ne peut régler le problème seul. Nous sommes les adultes responsables et donc il nous incombe d'en arriver là où nous voulons en arriver. Premièrement, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire et je crois que cela montre à quel point il est important de dialoguer. Alors, deux choses. Les droits des enfants nous fixent déjà les règles, à savoir, non seulement on ne doit pas seulement minimiser, mais également veiller à ce qu'il n'y ait aucun danger pour les enfants. Et deuxièmement, optimiser ces droits des enfants, notamment le droit à l'éducation, le droit à jouer. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Les gouvernements ont également une responsabilité dans cette équation dont ils ne peuvent pas se dédire. On doit donc tous travailler ensemble pour veiller à ce que l'IA soit régie par un agenda qui est axé sur le droit des enfants. Merci pour toute votre expertise. Je vais me faire taper sur les doigts si je ne termine pas cette table ronde en vous appelant à contribuer. Si vous ne faites pas encore partie de cette coalition, venez nous rejoindre et contribuer et n'hésitez pas à nous contacter.